C'est un secret pour personne. Tout le monde sait que je suis marié et que j'ai 12 enfants. Mais par contre, je suis sûr que vous ignorez comment tout cela a commencé. À l'époque, j'étais donc célibataire et je me cherchais une épouse. Et venait de s'ouvrir sur la rue Fleury une petite agence de rencontres, une agence matrimoniale, qui proposait de trouver un conjoint à la personne qui en faisait la demande par compatibilité astrologique. Ça fait que je me suis proposé, j'ai tenté ma chance, j'ai été chercher mon âme sœur. Et là, j'ai été accueilli par une ravissante dame brune. Et elle avait à ma disposition tout un cahier avec des photos de femmes, chacune classée par signe astrologique. Alors, elle a commencé par me proposer un bélier. Moi, les béliers, je lui ai dit, écoutez, je veux rien savoir des béliers, c'est du monde tellement impulsif. C'est des gros égos avec des grandes gueules qui commencent toujours à tas d'affaires sans jamais rien finir. Non, pas de bélier. Est-ce que vous avez autre chose? On m'a dit, j'ai un beau petit taureau pour vous. Ah, je dis, surtout pas les taureaux. C'est bien trop lourd, ces affaires-là. C'est bien trop terre à terre. Il n'y a pas moyen de les faire décoller du plancher des vaches. C'est matérialiste au bout. En plus, qu'il n'y a aucune diplomatie. Puis ils sont toujours indécis. Elle me dit, j'ai un petit gémeau. Ben, écoutez, je dis, les gémeaux, là, ça c'est du monde totalement dispersé, là, dans le mental. Il n'y a aucune écoute, en plus de ça. Puis c'est des voleurs d'idées. Il me dit, un petit cancer, ça vous intéresserait-tu? Ben, je dis, les cancers, c'est du monde infantile, ça. Ils sont pas capables de quitter papa et maman. Elle dit, par contre, j'ai un beau lion, un superbe lion. Je dis, oui, les lions, on sait ce que c'est, ils sont dominateurs, ils écrasent tout le monde. Puis en plus de ça, ils sont vaniteux, ils se prennent pour le nombril du monde. Et non, ça m'intéresse pas. Une petite vierge. Je dis, tiens, une petite vierge, ça existe-tu, ça encore, les vierges? Je m'étais laissé dire que même de la laine vierge, ça n'existait plus depuis que les bergers étaient capables de rattraper les moutons à la course. En tout cas, une vierge, non, j'en veux pas, c'est beaucoup trop critique, c'est plus sceptique même que la fosse du même nom, rien à faire avec ce monde-là. Petite balance, une balance, c'est du monde indécis, puis c'est du monde qui ont le goût du luxe, qui sont incapables de dire non en plus. Pas branchés. Un petit scorpion? Alors ouais, scorpion, c'est carrément du monde masochiste, ça. C'est autodestructeur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Dit, j'ai bien aussi un Sagittaire à vous proposer. Sagittaire, bon, ça c'est du monde instable, toujours prêt à faire leurs valises. Des vrais queues de veau, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des Capricornes? Capricorne, c'est du monde radin. Ok? C'est des solitaires, des vieux rhumatisants. Non, ça m'intéresse pas, ça non plus. Mais elle dit, on entre dans l'ère du Verseau, là, si vous voulez être d'actualité, j'ai un beau petit Verseau pour vous. Alors, je dis, Verseau, je sais, j'en ai un donc, le moi qui est Verseau. Les Verseaux, là, ça c'est tout sur tout. Tu peux rien leur apprendre. Ils ont tout vu, tout lu, tout entendu, ils savent tout. Puis en plus que ça, ce sont des personnes qui sont toujours en train de faire des projets, continuent. Poissons. Ben, je dis, les poissons, ça c'est les spécialistes des intrigues, ça. Du mystère, de la confusion, c'est du monde insaisissable. Les spécialistes de la navigation en eau trouble. Ça m'intéresse pas. Mais je dis, vous, par contre, là, vous m'intéressez beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Elle était libre. On est sortis. 6 mois après, on était mariés. 12 ans après, on avait 12 enfants. Et dans les 12 enfants qu'on a eus, superbe, et déjà rien qu'avec ces 12 enfants, là, avec les allocations familiales qu'on a pu toucher, on s'est acheté une maison. Elle était du signe de Piastre, j'ai oublié de vous le dire. Et moi, du signe du castor. Vous savez, ces petits animaux qui bâtissent leur maison avec leur queue. Okay. Bref, on a eu 12 enfants. Un beau petit bélier, combatif, spontané.
Un petit taureau, constructeur, stable, fidèle. Un petit Gémeaux avec la parole facile, un excellent communicateur. Un petit Cancer qui fait preuve de grand dévouement pour la famille. Un petit Lion, généreux, royal, avec beaucoup de panache. Une petite Vierge qui est un excellent vulgarisateur, qui a un esprit analytique. Une petite Balance, très raffinée, qui a le sens de la justice. Un petit Scorpion, très réaliste, régénérateur. Un petit Sagittaire avec beaucoup de noblesse d'esprit. Un petit Capricorne, très persévérant, qui travaille avec le temps, économe. Un petit Verseau, très d'avant-garde, à l'esprit synthétique. Et un petit Poisson, calme et profond. Voilà, vous connaissez toute ma famille. Alors, soyons sérieux maintenant, puisque nous sommes dans la fosse au lion et que le lion est prêt à faire son apparition. Monsieur Bernard de Montréal. Anguille sur roche. Il y a Anguille sous roche. Vous devinez que la première question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous êtes... quel est votre signe? Mon signe? Oui. Lion. Lion, ascendant? Lion. Lion, ascendant, lion. Un lion a deux faces. Vous savez que le lion, c'est l'emblème de la maison de France? Oui. Que c'est l'emblème du grand monarque aussi. Que c'est l'emblème ou le symbole qui va dominer dans l'ère du Verseau avec le symbole même du Verseau. Donc vous êtes bien né, au bon moment, sous une bonne étoile. C'est bon signe. Ça, c'est l'anguille. Mais j'aimerais savoir quel crédit vous accordez, quelle évaluation vous faites de l'astrologie, tel signe, telle caractéristique, etc. Qu'est-ce que c'est d'après vous ceci? L'astrologie. L'astrologie, c'est une science valable. L'homme est un être programmé. L'homme évolutif est un être programmé. On n'a pas conscience de la programmation de l'homme parce que on n'a pas conscience des univers parallèles. Et on n'a pas accès aux espaces-temps qui sous-tendent l'organisation psychique humaine. On n'a pas non plus conscience ou science du phénomène de la pensée. On ne sait pas qu'est-ce que c'est de la pensée. On la connaît comme phénomène subjectif, c'est tout. Mais on ne la connaît pas en tant que phénomène de communication universel, autant sur le plan planétaire que sur le plan cosmique. Donc, c'est difficile pour nous, les hommes, de nous imaginer que l'homme est un être programmé, que l'homme est en fait le produit final sur le plan matériel d'un ordre psychique, cosmique, vibratoire d'information à tous les niveaux, autant sur le plan cellulaire que sur le plan mental. On n'a pas conscience non plus de l'organisation des planètes. On ne sait pas ce que représentent les planètes dans l'univers en tant que système organisé par des intelligences. Pour nous, les planètes sont simplement des globes inertes, alors que les planètes représentent, dans le fond, d'immenses atomes qui ont un taux vibratoire, un peu comme l'atome
dans le microcosme, a un taux vibratoire, elle a une fréquence. Les planètes ont une fréquence. Et l'homme se situe entre ces deux extrêmes, ces deux infinités, entre le micro et le très grand. Et entre ces deux infinités, il est dans un plan fait du micro et il est dans un autre plan coordonné par le très grand. Et le produit de ceci permet à l'homme d'utiliser l'énergie sur les plans inférieurs et aussi d'utiliser l'énergie sur les plans supérieurs et d'en faire une synthèse. Ça, on appelle ça l'évolution. Mais pour le moment, l'homme est conditionné, programmé par les grands globes parce qu'il ne possède pas suffisamment de science pour comprendre les lois de la pensée qui l'amèneront éventuellement à se déprogrammer de ces globes. Et lorsque l'homme sera déprogrammé de ces globes, il pourra ensuite passer du plan matériel de ces globes au plan universel de ces globes. Donc, il aura accès à l'éthérique, et ainsi de suite. Vous dites que donc les astres nous influencent, mais vous parlez également d'intelligence derrière ces astres. Est-ce que ce sont les astres qui ont une influence sur notre psychologie, notre psychisme, ou est-ce que ce sont les intelligences en tant que telles? Ce sont les intelligences en tant que telles. Un astre, une planète ou un soleil, dans sa totalité intégrale, ne représente pas simplement de la matière. Elle représente de l'énergie condensée et aussi de l'énergie subtile. Le soleil, par exemple, est un globe qui est à la fois matériel, mais aussi à la fois éthérique, vital. La Lune, elle est matérielle, mais elle est aussi astrale. Sa fonction est astrale. Et la totalité de l'organisation psychomatérielle des globes dans un système local comme le nôtre, par exemple, constitue l'investiture mentale de l'homme, ce qu'on appelle le plan inférieur. Il y a des hommes qui sont plus influencés par une coordination ou un agencement Mercure, Saturne, ainsi de suite. Est-ce qu'on devrait parler à ce moment-là plutôt d'intelligence martienne, saturnienne, vénusienne, que de l'influence de Mars, Saturne, Vénus? On ne peut pas parler de l'influence simplement d'une planète, parce qu'à partir du mental, les planètes deviennent des grilles d'énergie. Donc, dans le mental humain, n'importe quel être humain est obligé de vivre sous l'influence d'une grille, sinon il serait trop robotisé. Par exemple, un être humain qui serait totalement martien, ou totalement saturnien, ou simplement ceci, qui ne serait pas influencé par une grille de planètes, serait un robot. Il n'y aurait pas en lui suffisamment de plasticité électromagnétique dans le cerveau pour donner aux cellules la capacité de s'auto-générer sur le plan éthérique. Donc, les cellules demeureraient un peu fossilisées comme elles le sont sur le plan matériel. C'est pourquoi, par exemple, les cellules du cerveau ne se reproduisent plus. Une fois qu'elles sont mortes, c'est fini. Mais sur le plan éthérique, les cellules peuvent constamment créer de l'expansion, de la régénération. Et c'est à cause de cette grille planétaire que l'homme est capable de vivre sur le plan psychique une reformulation constante de son moi. Sinon, son moi serait totalement fossilisé et il ne pourrait pas croître. Il n'y aurait pas de possibilité de conscience si un être était simplement saturnien ou simplement martien. Est-ce que nous subissons que la programmation qui viendrait de l'influence de notre système solaire, ou est-ce que ça s'étend à l'extérieur? Ça s'étend à l'extérieur parce que notre système solaire est un petit aspect des forces qui gouvernent l'évolution de l'homme. Un petit aspect. Un aspect qui est terminal. Le système solaire, l'organisation ou la grille des planètes, répond à un rayonnement d'énergie qui vient des autres plans dans l'univers, mais dans d'autres espaces-temps.
autrement dit, ou des intelligences d'un autre niveau, non limitées par les conditions astrophysiques de notre monde, sont capables de donner une impulsion vibratoire à l'énergie pour que cette énergie, dans notre système local, soit adaptée à la constitutionnalité physico-chimique du mental humain. Mais c'est à ce moment-là que nous perdons conscience de l'organisation occulte, invisible, psychique de l'esprit, et que nous sommes obligés, pour des raisons de sensorialité, pour des raisons d'emprisonnement dans un espace-temps local, de vivre notre conscience égoïque en fonction des paramètres sociaux conditionnants, au lieu de vivre notre condition psychique ou notre ego en fonction de l'universalité infinie des forces qui constituent dans le cosmos l'organisation interne des mondes créés pour le développement des forces en évolution. Les doctrines de réincarnation affirment que la programmation se fait avant la naissance, tandis que l'astrologue, lui, tient compte du moment précis de la naissance. Est-ce que la programmation est faite avant et acceptée, ou est-ce qu'elle est faite au moment de la naissance et imposée? L'astrologue est obligé de traiter avec le présent. Il n'a pas de choix parce que l'astrologue n'a pas accès aux archives. Mais dans le fond du réel de l'homme, le processus réincarnationnel est un processus d'accumulation de mémoire, donc il sert de modèle pour le développement des principes devant éventuellement servir à l'incarnation. Par exemple, l'homme au cours de son incarnation, de ses vies sur la planète Terre ou sur d'autres planètes, accumule de l'information. Cette information est utilisée par les intelligences qui sont en dehors du système solaire pour la constitution, par exemple, d'un corps mental éventuel, d'un corps astral éventuel, d'un corps vital éventuel, et aussi d'un corps physique, matériel éventuel. Donc, l'homme, lorsqu'il vient sur le plan matériel, il est déjà programmé au niveau astrophysique. Mais, à partir du moment où il est dans la matière et qu'il est investigué, si vous voulez, ou étudié par une science occulte ou ésotérique comme l'astrologie, à ce moment-là, ces aspects deviennent matérialisés dans le temps astrologique cosmique planétaire local qui convient à l'organisation des orbites planétaires. Et c'est là qu'il y a une coordination entre ce que l'astrologue peut découvrir du caractère de l'homme et ce qui convient à la nature humaine en fonction des plans évolutifs antérieurs. Il y a une coordination. Mais l'astrologue, s'il est réellement bon astrologue ou n'importe quel médium, s'il est réellement grand médium ou grand étudiant de ce qui est invisible, doit se servir de la science astrologique de façon créative, comme étant simplement un ground, une façon pour lui d'amener son esprit à extrapoler sur l'invisible. Sinon, il va mécaniser la science. Il va mécaniser l'astrologie et à ce moment-là, elle n'est plus créative, elle s'applique à toutes sortes d'individus, alors que l'astrologie, dans le fond, devrait s'appliquer à un individu sur une base individuelle. C'est ce que nous retrouvons chez un astrologue qui possède sa science, non pas en fonction du plan mental inférieur, mais en fonction de son plan mental supérieur créatif. Est-ce que cette programmation astrologique fait partie du mensonge cosmique dont vous avez déjà fait allusion? Oui. Le mensonge cosmique, c'est une condition imposée à l'homme, une condition de programmation imposée à l'homme qui tient compte de la mémoire de l'humanité et de la mémoire de l'individu. Donc, l'ego, qui est encore obligé de vivre dans la capsule ou dans l'enveloppe matérielle, afin de ne pas subir trop de chocs, autrement dit, afin de ne pas être amené à exercer ou à goûter ou à être en contact avec ce qu'on appelle l'infinité du mental, et afin de ne pas souffrir émotivement lors de cette expérience, il est maintenu dans la mémoire, et c'est la mémoire qui protège l'ego, et la mémoire, dans sa totalité, à quelque niveau qu'elle soit, que ce soit de la mémoire que nous connectons avec le faux ou que ce soit de la mémoire que nous connectons avec le vrai, cette mémoire fait partie du mensonge cosmique. Lorsque j'emploie le terme mensonge cosmique, je ne l'emploie pas dans un sens moral. Je l'emploie dans un sens purement
scientifico-mentale, dans ce sens que il existe sur notre planète des conditions d'évolution ou d'involution qui nécessitent que l'homme soit gardé dans l'ombre pour le protéger psychologiquement contre des mécanismes d'autodestruction qui feraient partie de sa descendance dans la matière, jusqu'au moment ou jusqu'au jour où il aura suffisamment neutralisé en lui ce qui est astral, ce qui influe sur sa conscience personnelle, pour en arriver finalement à entrer dans ce que j'appelle le savoir, c'est-à-dire dans cette dimension du réel qui fait partie de la connexion entre l'ego et le double, ce qui crée le plan mental supérieur. À ce moment-là, l'homme ne peut plus être bouleversé par l'infinité de la réalité. Donc, s'il veut apporter cette science vers l'humanité, il ne l'apporte pas de façon personnelle, il ne la vit pas de façon personnelle, il la vit simplement comme canal. Donc lui, en tant qu'être, en tant qu'être possédant de l'émotivité, il n'est pas affecté. Donc il n'y a plus de danger pour la sanité mentale de l'individu. Donc le mensonge cosmique est essentiel, il fait partie de l'involution. C'est simplement à la fin du 20e siècle que nous avons pu aller chercher cette information. Mais au cours du 21e siècle, au cours de l'évolution, l'homme découvrira les aspects de ce mensonge cosmique et lorsqu'il entrera dans la découverte de ces aspects, il déchirera le voile de l'astral. Donc, il sortira complètement de ces ondes programmées de sa conscience et il commencera graduellement à entrer dans l'éthérique, c'est-à-dire dans cette sphère d'énergie ou dans cet espace-temps qui fait partie de l'organisation psychique de son moi, mais à une échelle cosmique, au lieu que ce soit à une échelle planétaire. Donc, à une échelle qui n'est pas reliée au phénomène de la mémoire, mais qui est reliée simplement au phénomène de la communication ou de la télécommunication entre un plan extrêmement bas en taux vibratoire, le matériel, et des plans extrêmement hauts en taux vibratoire, qu'on appelle le mental supérieur, coordonnés pour l'homme sur le plan de l'éther. Bien, mais un astrologue ordinaire, en attendant, il ne fait que perpétuer ce mensonge cosmique, ou en tout cas y collaborer. S'il était averti, est-ce qu'il n'aurait pas comme job supplémentaire ou primordial de déprogrammer l'individu, ou en tout cas de lui faire voir les zones de programmation? Est-ce qu'il est possible de déprogrammer, de donner des indications pour déprogrammer une personne? Oui, d'ailleurs, c'est essentiel. L'être humain devra être déprogrammé, mais l'homme ne peut pas être déprogrammé par l'homme. Si l'homme était déprogrammé par l'homme, il serait totalement assujetti à l'homme. L'homme sera déprogrammé par les forces cosmiques en lui, les forces universelles en lui, qui chercheront à s'unir, à fusionner avec son ego. Ce sont ces forces-là qui le déprogrammeront. Mais l'homme ne peut pas déprogrammer l'homme parce que, bon, je vous le cite sur deux plans. Un homme qui est déprogrammé, moi je suis déprogrammé. Un homme qui est déprogrammé a la fonction créative de programmer. Un homme qui déprogramme, programme, parce qu'un homme qui est déprogrammé n'est plus relié au mensonge cosmique, donc à ce moment-là, il est libre. Étant libre, il est capable de créer selon le besoin de l'évolution. Alors qu'un homme qui n'est pas libre, autrement dit qui est programmé, qui est programmable, ne peut pas déprogrammer un homme, parce que déjà sa programmation servirait contre l'autre. Il faut être libre de la programmation pour déprogrammer. Autrement dit, il faut être libre de la programmation pour déprogrammer une science. Moi, ce que je déprogramme, c'est une science, c'est une mémoire. Je ne déprogramme pas l'individu. Mais je programme une évolution. Aussitôt que l'homme programme une évolution, il est obligé de programmer une science créative et de déprogrammer une science involutive. À partir de ce moment-là, l'homme est amené à voir un peu la mécanique du mensonge cosmique et éventuellement le contact se fait entre lui et son double et la déprogrammation se fait.
Donc, le passage de l'involution à l'évolution se fait, la conscientisation se fait, l'unification de ces principes se fait. Et éventuellement, il devient un homme de moins en moins programmé, dépendant de ce qu'il peut supporter de cette initiation solaire. Mais jusqu'où va la déprogrammation? Est-ce que lorsqu'une personne souhaiterait être déprogrammée, est-ce qu'elle souhaite ne plus souffrir, devenir totalement libre, échapper aux influences, agir en fonction de sa conscience ou de nouveaux objectifs que lui dicte cette nouvelle conscience? Qu'est-ce que ça veut dire, vouloir être déprogrammé? Jusqu'où ça va? Je ne crois pas que ce soit valable pour l'homme de vouloir être déprogrammé. Parce que une personne qui voudrait être déprogrammée, c'est une personne qui serait déjà programmée. Donc, dans sa programmation, elle verrait la déprogrammation en relation avec le phénomène de l'attitude. C'est comme... L'ego ne peut pas se donner la mort. La déprogrammation, c'est la mort de l'ego. Donc, l'ego ne peut pas se donner la mort. S'il est inconscient, il est programmé et qu'il veut se déprogrammer, ce n'est pas la mort de l'ego dans le sens de la vie de l'ego futur qu'il va se donner. C'est l'aliénation mentale. Donc, je ne vois pas d'un bon œil la déprogrammation de l'homme par là. Pour que la déprogrammation de l'homme se fasse, il faut qu'elle soit... D'ailleurs, c'est comme ça que ça se fera. Il faudra que cette déprogrammation soit exécutée à partir des plans supérieurs de sa propre conscience qui le connaissent parfaitement. Donc, qui connaissent son rythme, ainsi de suite. Contact avec le double, comme vous disiez. Le contact avec le double, Mais oui. ce contact avec le double, est-ce que c'est par la volonté qu'il fait descendre qu'il va pouvoir neutraliser en quelque sorte les influences des astres? Est-ce que c'est la volonté? Lorsque l'homme fera descendre sa volonté contre le double, il ne sera plus programmable. Ceci fait partie de son évolution. Autrement dit, le double, lorsque le double entrera en contact avec l'homme au cours de l'évolution de la race racine, le double ne peut pas faire... Le double ne peut pas donner à l'homme de la connaissance. Le double peut simplement donner à l'homme de la clarté dans son esprit. Lorsque l'homme a de la clarté dans son esprit, il voit. Lorsqu'il voit, il agit. Donc à ce moment-là, il fait descendre sa volonté. La volonté ne vient pas du double. La volonté vient de la lutte entre l'homme et le double. La volonté viendra de la conquête de l'indépendance d'esprit de l'homme face au double qui est extrêmement puissant parce que le double, c'est l'aspect cosmique de l'homme. Mais cet aspect cosmique doit fusionner avec le mortel. Donc cet aspect cosmique doit être amené dans la matière. Cet aspect ouvre les centres de l'homme. C'est le double qui va ouvrir les centres de l'homme. Mais c'est l'homme qui va en arriver à intégrer le double, à faire descendre cette énergie dans la matière. Ce processus-là sera la volonté cosmique de l'homme et avec l'évolution, cette volonté deviendra suffisamment puissante pour qu'il s'installe dans le mental humain un taux vibratoire égal à celui qui convient au monde inerte de l'éther. Donc l'homme aura contact avec le matériel, le plan terre, l'animal et l'humain, sur une base de commande. Donc, l'homme aura le pouvoir sur la matière. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la lune noire et le soleil noir? Le soleil noir, c'est une condition planétaire qui se rapproche de plus en plus de notre condition planétaire aujourd'hui, mais c'est une condition planétaire ou astrologique occulte. Elle est occulte et elle est aussi mystique. Elle est mystique parce qu'elle est directement reliée à la totalité de la mémoire de l'humanité. Le soleil noir, c'est la totalité de la mémoire de l'humanité. Ça représente, par exemple, si vous preniez toute la mémoire de l'humanité, depuis que l'homme est homme, toute cette mémoire a créé un égrégore. Cet égrégore, c'est le soleil noir. Il a une valeur. La lune noire, c'est la même chose. Elle représente un égrégore, mais sur un plan inférieur. Donc, la lune noire représente l'égrégore de l'humanité sur le plan astral. Le soleil noir représente l'égrégore de l'humanité sur le plan mental inférieur. Et à un certain moment dans l'évolution de l'homme, de l'humanité, de la race, de la planète, au cours du 21e siècle, il y aura une transmutation de cet égrégore humain au niveau astral et au niveau mental inférieur. Et c'est à ce moment-là qu'il se créera dans les terres de la Terre un passage très vaste
pour que des intelligences viennent de l'extérieur de la galaxie pour entrer en contact avec l'homme. Donc la fonction du soleil noir, c'est une fonction totalement occulte. La fonction de la lune noire, c'est une fonction occulte. Et la transformation de ces mémoires ouvrira un autre temps. Pour qu'un autre temps soit ouvert et pour que l'humanité ait accès à l'éther de la Terre, il faut qu'il y ait transformation de la mémoire terrestre. Et ceci se fera dans des grands chocs qui feront partie de l'expérience karmique de l'humanité. Les caractéristiques ou les particularités de chaque signe, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est une façon à l'ego de se véhiculer, de se manifester? Est-ce que ça a un rapport avec l'ego, cette mémoire? Ça a rapport avec le caractère de l'homme. Le caractère. Oui. Le caractère de l'homme est totalement polarisé. Donc, il y a toujours un aspect positif et négatif. Oui. Oui. Et cette polarité fait partie de la mémoire humaine en évolution, fait partie de l'expérience de l'homme. Et sur le plan matériel, cette polarité peut devenir suffisamment efficace pour que l'homme vive la tension qui existe en elle. La médaille et le revers de la médaille. Exactement. Et c'est ce qui permet à l'homme d'évoluer, de se perfectionner et d'aller chercher ses attributs les plus positifs, travailler avec eux et mettre de côté les attributs les moins positifs, et ainsi de suite. Et c'est au niveau de l'éducation que l'astrologie est la plus importante. C'est au niveau de l'éducation de l'homme, c'est pour ça que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation extrêmement pénible pour l'humanité, surtout pour les jeunes, parce que c'est au niveau de l'éducation, au niveau de la responsabilité des parents de balancer cette polarité. L'éducation, c'est une école. Les parents représentent une école. Et les parents sont plus près des enfants que les écoles peuvent l'être. Et les parents, à cause du choix des enfants qui naissent, ainsi de suite, à cause des relations psychiques, à cause des sentiments, des empathies, des antipathies, ainsi de suite, les parents peuvent sentir le caractère de l'enfant. Même s'ils ne le sentent pas astrologiquement, ils le sentent vibratoirement. Et ils ont la responsabilité en tant que parents, et ils ont aussi les outils en tant qu'éducateurs, de neutraliser de plus en plus cette polarité pour que l'enfant, plus tard, lorsqu'il arrive à un certain âge, lorsque l'ego est stabilisé comme à 21 ans, que cet enfant puisse bénéficier d'une instruction ou d'une éducation et aller dans la vie avec un mode d'expression caractériel qui convient de plus en plus à son être. Si les parents ne sont pas suffisamment à l'écoute d'eux-mêmes et s'ils se laissent influencer par l'extérieur, ils ne pourront pas vérifier constamment le taux vibratoire de l'enfant qui résonne lorsque nous avons, par exemple, à discipliner les enfants, ainsi de suite. Nous vibrons, il y a une vibration en soi. Hein, bon. Alors, ils ne seront pas à l'écoute de cette vibration. Et s'ils ne sont pas à l'écoute de cette vibration, au lieu d'enrichir les enfants, au lieu d'aider à la neutralisation de cette polarité, les enfants vivront une plus grande polarité, où ils la vivront d'une façon plus exactante, et ils en souffriront pendant leur vie. C'est pourquoi l'éducation de l'homme est extrêmement importante astrologiquement. Est-ce que d'après vous, on passe successivement d'un signe à un autre signe dans les incarnations successives, et que le poisson serait le terminal ou la récapitulation des expériences antérieures, autrement dit qu'il absorberait le reliquat karmique de ces vies antérieures? Pour ça, on l'appelle l'hôpital du zodiaque, je crois. Et effectivement, on passe d'un signe à un autre, mais on ne passe pas nécessairement tous les signes. Il y a des êtres qui ne sont pas intéressés à revenir sur la Terre. Il y a des êtres qui viennent sur la Terre une fois, 2 fois, 3 fois. Il y en a qui viennent plus souvent, ça dépend. Tous les êtres ne sont pas intéressés à revenir sur la Terre, et ceci dépend des conditions sur la Terre. C'est un mode complexe d'étude, mais tous les êtres ne sont pas intéressés. Par exemple, une personne qui meurt, qui va sur les plans astro élevés, les plans qui sont suffisamment beaux, plaisants, calmes, il y a beaucoup de paix dans ces mondes, ils ne sont pas tellement intéressés à revenir sur le plan matériel. Ils préfèrent demeurer dans leur enveloppe astrale. Ceci fait partie de leurs illusions, mais quand même, ils peuvent demeurer dans cette enveloppe astrale très très longtemps. Tous les êtres ne sont pas intéressés à revenir sur la Terre. Est-ce qu'il existe des plans qui échappent aux influences planétaires? Est-ce qu'il existe des mondes dans lesquels il n'y a pas d'influence planétaire? Oui, les mondes où l'influence planétaire n'existe pas, ce sont des mondes où les êtres sont immortels,
Autrement dit, où les êtres sont parfaitement équilibrés dans tout l'axe de leurs énergies. Ce que vous appelez, par exemple, les étrangers de l'espace ou les extraterrestres, je déteste ces mots-là. En tout cas, ces êtres-là, les autres races, ces races ne sont pas affectées par l'organisation des planètes parce que ces êtres dominent leur propre lumière, ils dominent par leur propre lumière. Donc, ils n'ont pas à vivre le processus involutif. C'est le processus involutif qui fait que l'homme est programmé. Si l'homme n'était pas en involution, s'il était en évolution, il ne serait pas programmé. Donc, il connaîtrait son avenir, il connaîtrait l'avenir des hommes, il connaîtrait l'avenir de la planète, il connaîtrait la conséquence de sa science. Il aurait une vision éthérique à long terme. Mais pourquoi a-t-il fallu que l'homme soit programmé, ou influencé, ou impressionnable? C'était inévitable parce que l'homme n'a pas accès à l'éther, il est prisonnier du plan matériel. Donc, étant prisonnier d'un espace-temps qui est extrêmement dense, il est obligé de subir une programmation pour être véhiculé dans une certaine direction d'expérience. Tandis que si l'homme avait accès à l'éther, il se donnerait lui-même sa propre direction. Un homme qui a une conscience morontielle, il fait ce qu'il veut dans la vie. Il n'y a plus au-dessus de lui de domination, il n'y a plus au-dessus de lui de Dieu, il n'y a plus de... Pardon. Il n'y a plus de référent universel au-dessus de lui. Mais l'homme qui n'est pas dans cette conscience, il y a au-dessus de lui des référents universels ou des référents historiques ou des référents spirituels ou philosophiques. Il y a des référents. Parce que l'homme, dans cette condition évolutive, ne peut pas se considérer mentalement dans le cadre d'un absolu. Il est incapable égoïquement à cause de sa désinformation, donc à cause de sa programmation, de vivre la qualité absolue de son mental. Parce que justement, il n'a pas accès à l'éther de son mental. Donc, il ne peut pas lui-même, en tant qu'égo, conditionné, civilisé, socialisé, égo qui appartient à une mémoire, une mémoire collective, il ne peut pas se retirer de cette mémoire collective par la force de son mental. Ça prend une fusion pour se retirer de la mémoire collective. Ça prend une fusion, ça prend le contact entre l'homme et sa partie universelle pour sortir du marasme génético-matériel de l'involution. C'est pour ça que l'homme est programmé. Vous-même, vous faites un travail d'éducateur ou d'instructeur dans vos séminaires. Vous avez à composer avec les 12 signes du zodiaque. Est-ce que ceci vous crée des problèmes particuliers ou est-ce que vous avez une façon de composer avec ces particularités de caractère? Le fait que l'homme soit zodiacal, c'est déjà un problème parce que le fait que l'homme est zodiacal implique pour moi, sur le plan vibratoire dans un séminaire, qu'il y a de l'égoïcité dans sa conscience. Donc, il y a de la caractérologie, il y a des traits de caractère. Un homme peut être très spirituel, ce qui me met en feu, ou un homme peut être très matérialiste, ce qui me met en colère. Donc, je vis avec la polarité de l'être très spirituel ou de l'être très matérialiste, logique. Mais j'ai une grande patience. J'ai une grande patience. Je comprends que l'homme soit comme ça, c'est normal. Et mon initiation m'a amené à un contrôle très grand sur mon énergie, donc je ne peux pas m'incendier face à l'homme. Parce que pour moi, tous les hommes sont bons. Je dis souvent à des amis, pour moi, que je rencontre un bandit, je regarde derrière le bandit et je vois des qualités, parce que tous les hommes sont polarisés, donc même le bandit a des qualités. Donc, la prostituée aussi a des qualités, elle est très sensible, par exemple, ainsi de suite. Bon. Alors, je regarde toujours derrière le monstre et je vois l'ange. Mais ceci fait partie de ma voyance. Donc, ceci me permet de composer dans les séminaires avec des hommes de toutes sortes d'acabits, et ça va bien. On prétend que les astrologues hindous ont la capacité de déterminer avec précision, avec exactitude, la date de la mort d'une personne. Que cette science-là n'a pas été transmise à l'Occident, mais que c'est toujours le privilège de quelques initiés orientaux au niveau de l'astrologie. Pour quelle raison est-ce que ça n'a pas été transmis à l'Occident?
Parce que les orientaux, les orientaux dans leur science interne, dans leur science ésotérique, vivent une très grande religiosité. Donc, l'oriental, c'est un homme qui est très religieux, c'est un homme qui est très spirituel. Et pour lui, d'utiliser cette information, il ne le ferait pas de façon à dominer. Parce qu'il est trop conscient des lois karmiques. Tandis que dans le monde occidental, un homme qui pourrait dire, bon, mais toi tu vas mourir à telle date, l'autre va mourir à telle date, parce que nous ne sommes pas autant spiritualisés, nous aurions tendance à développer une sorte de recherche du pouvoir. Donc ce n'est pas parce que ceci n'a pas été donné à l'homme occidental, c'est pour empêcher que l'homme occidental fasse trop de ravages. Nous pourrions facilement faire des ravages avec ceci. Tandis que l'oriental, lui, il est enveloppé, il est conditionné par un état spirituel qui est très grand. Et ceci lui permet aussi de donner à l'Orient la valeur spirituelle médiumnique qui fait partie de son évolution et qui fait aussi partie de sa programmation et qui fait aussi partie de sa destinée en tant que race ou en tant que secteur humain sur la Terre. Les Orientaux ont une grande influence à ce niveau-là. C'est réellement de l'Orient que vient le courant souterrain de tout ce qui est ésotérique. Maintenant, naturellement, ce courant est rendu dans l'Ouest et il y a un grand chavirement, ainsi de suite. Mais ils ont une fonction importante pour que l'humanité, les hommes, sachent qu'il y a effectivement sur le plan matériel des êtres qui ont accès à d'autres dimensions et qui sont capables d'utiliser de l'information pour amener l'homme à reconnaître qu'il y a, en dehors de l'espace-temps, des dimensions de vie qui font partie aussi de la continuité de l'existence. Il existe une astrologie karmique. Quelle serait la fonction de cette astrologie karmique? La fonction de l'astrologie karmique, c'est celle qui permet à l'homme de recevoir de l'information sans qu'il puisse utiliser cette information de façon créative. Autrement dit, l'astrologie karmique, c'est un peu comme le talent. J'explique dernièrement que les hommes ont des talents. Bon. Un homme a un talent de chanteur, l'autre homme a un talent de musicien, l'autre homme a un talent pour être médecin, ainsi de suite. Mais vous remarquez que les hommes, avec leur talent, ils se retrouvent toujours dans la merde au cours de la vie. Autrement dit, nous ne sommes pas capables d'utiliser nos talents de façon créative, à partir d'une conscience supérieure. Nous vivons nos talents karmiquement. Donc, nous venons sur le plan matériel, nous sommes programmés pour être chanteurs, nous sommes programmés pour être whatever. Et au cours de notre expérience en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant que chanteur, nous vivons de l'expérience. Et ceci, pour moi, c'est de la programmation. Je déteste le talent. Le talent devient valable pour l'homme lorsqu'il est rendu créatif. Et à ce moment-là, ce n'est plus du talent, c'est le pouvoir créatif de l'homme. Donc, l'astrologie karmique traite avec le talent de l'homme, elle traite avec les possibilités de l'homme, mais elle ne traite pas avec le pouvoir de l'homme. Donc, l'astrologie karmique fait partie de la programmation. Quel lien existe-t-il entre les enfants et les parents, de façon karmique ou astrologique? Pourquoi telle famille doit y avoir un enfant, dans d'autres 2, 3, 4 qui vont s'incarner? Il y a plusieurs facteurs. Le facteur de base, c'est que les enfants choisissent les parents. Et selon les enfants, les parents vivent une expérience. Selon les parents, les enfants vivent une expérience. Donc, cette relation enfant-parent est une relation karmique. Ça, c'est le facteur de base. Ensuite, il y a des aspects qui sont purement planétaires, qui font partie de l'expérience planétaire de l'homme, de l'enfant ou des parents. Mais le point central de cette configuration, c'est le karma. Par exemple, un enfant qui va venir au monde dans une famille, disons qu'il a réellement mauvais caractère, il va venir au monde dans une famille qui est très bonasse, ainsi de suite, spirituelle, chez des parents qui n'ont pas beaucoup de psychologie. Cet enfant va créer un désordre énorme pour que ces êtres-là en arrivent un jour
le parent à comprendre, à dépasser leur sentimentalité, leur naïveté, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie du lien karmique. Mais si ou lorsque l'homme sera conscient, lorsque l'homme aura conscience de l'enfant qui vient au monde, autrement dit, un père et une mère qui a un enfant, le père devrait connaître l'enfant, la mère connaît l'enfant, ils connaissent leurs caractéristiques ou les caractéristiques astrologiques de l'enfant. Ils vont dépolariser cet enfant au cours des années. Et ils vont l'amener jusqu'à 14 ans, jusqu'à la puberté, ils vont l'amener à un état d'esprit qui convient parfaitement avec ce que eux peuvent lui donner comme information. Mais ils ne pourront pas transmettre à l'enfant leur propre conscience. Donc, ils seront obligés, à un certain âge, d'arrêter le processus d'éducation, mais l'enfant sera suffisamment outillé pour avancer dans sa vie sans être obligé de vivre ce que l'homme de l'involution a vécu après avoir eu une éducation qui était malheureusement trop inefficace. Mais les parents ne pourront pas donner à l'enfant la totalité de ce qu'ils savent parce que une conscience, ça ne se transmet pas. Mais la science d'une conscience se transmettra. Donc les enfants qui viendront de parents conscients dans l'avenir, des parents qui seront arrivés à un niveau d'intégration de leurs énergies, ces enfants entreront dans le monde, ils arriveront à la puberté bien outillés et ensuite la vie pour eux sera très agréable. Autrement dit, le lien karmique ne sera plus l'élément fondamental de la liaison involutive ou de la liaison d'incarnation. Ces enfants pourront venir d'une autre planète et ils ne pourront avoir aucun lien avec les parents. Ils viendront ici et les parents pourront travailler instantanément sur eux parce que eux-mêmes, les parents n'auront plus de karma. Mais les parents auront une force d'éducation très puissante. Ces enfants-là ne pourront pas passer à cause de cette puissante force créative dans l'éducation de ces nouveaux parents. Et à un certain âge, ça arrêtera. Ensuite, les enfants seront psychiquement libres, parce qu'un enfant à 14 ans est psychiquement libre de la famille. Et à 21 ans, il est légalement libre, et ensuite, il sera outillé pour vivre. Nouveaux parents, nouveaux enfants, est-ce qu'il existe, d'après vous, de nouveaux astrologues qui peuvent conseiller dans le sens où vous parlez? Il y aura de nouveaux astrologues. Il n'y en a pas maintenant. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y aura de nouveaux astrologues. Mais les nouveaux astrologues naîtront de la transformation de leur propre conscience. Et la transformation de leur conscience donnera à l'astrologie un nouveau souffle. Autrement dit, au lieu que l'astrologie soit simplement médiumnique et niaiseuse, elle sera créative et puissante. Et quand je dis que l'astrologie, au lieu d'être simplement médiumnique et niaiseuse, je ne veux pas dire qu'elle est médiumnique et niaiseuse. Je veux dire qu'elle est forcée de l'être, parce que l'homme n'a pas de puissance. Mais lorsque l'homme aura la puissance créative de son mental, il donnera à l'astrologie une grande valeur. Et à ce moment-là, l'astrologie deviendra une science efficace dans la traduction absolue du caractère de l'enfant ou de la personne. Ce sera une science très belle. Mais une science qui sera totalement déastralisée, elle sera mentale, l'astrologie. Pourquoi est-ce que les systèmes de croyances religieux, les églises ont toujours décrié ou mis au banc des accusés l'astrologie, par exemple, reléguée aux oubliettes en tant que... Parce que les églises, surtout l'Église occidentale, à un certain moment de son évolution historique, a été obligée, pour des raisons politiques, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons aussi de densification de son esprit, autrement dit de matérialité. Elle a été obligée de se séparer de son ésotérisme intégral. Il y a, par exemple, si nous prenons une religion, une grande religion et une très belle religion comme le christianisme, le christianisme possède un ésotérisme extraordinaire. Mais à un certain moment, les hommes qui faisaient partie de ce christianisme, ceux qui étaient ses apôtres séculaires, si vous voulez, ont perdu contact avec le christianisme parce que quand même, pour avoir une conscience ésotérique, il faut quand même avoir un certain niveau d'évolution. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme va passer à la prêtrise et qu'il va devenir curé de paroisse
qu'il aura la science sensible ou l'intuition profonde ou la capacité intégrale de sentir ce qui n'est pas amenable à la réflexion logique de l'ego mental. Donc, ces petits curés se sont séparés petit à petit du noyau vibrant de la pensée créative, ésotérique du chrétien. Et ceci a probablement commencé à partir de ce fameux concile où, par exemple, on a cessé de parler du phénomène de réincarnation, et ainsi de suite. Donc, avec les années, les époques et tout l'enchevêtrement des responsabilités politico-temporelles de ces prêtres, de ces curés, de ces prélats, de même de ces papes, on a perdu contact avec l'ésotérisme, donc on a perdu contact avec une vibration subtile qui aurait amené à l'Église une valeur créative dans le sein de sa théologie qui est devenue totalement formalisée et éventuellement fossilisée. Donc, l'Église s'est détruite lorsqu'elle a détruit son ésotérisme. Si vous regardez le bouddhisme, par exemple, vous avez le grand et le petit véhicule. À l'intérieur du petit véhicule que l'on garde pour certaines personnes, pour un petit nombre, il y a de l'ésotérisme. Mais aussitôt que ce véhicule devient grand et qu'il est réparti dans les masses mondiales, il n'y a plus d'ésotérisme. Donc, toute religion qui veut le moindrement survivre au désastre de l'extinction, qui résulte souvent de la contestation scientifique ou de la contestation philosophique, se doit de revenir à ses racines ésotériques, à ses racines occultes. Mais qui dans l'Église a le pouvoir de travailler, de garder, d'étudier ces réserves profondes de sciences occultes à l'intérieur de la théologie chrétienne? Probablement certains jésuites, probablement certains bonhommes dans leur monastère, qui n'ont même pas le droit de faire valoir trop dans le public leurs idées, ainsi de suite. Donc, le christianisme s'est détruit lui-même en refusant de s'appointer au moins, alors qu'il travaillait sur le plan pratique, sur le plan de la politique temporelle, il s'est tué en refusant de se garder un petit coin de terre. Même si ce petit coin de terre aurait été quelque part dans le monastisme chrétien, le monasticisme chrétien, ou s'il avait été, je ne sais pas moi, fait par les jésuites, et ainsi de suite. Il a dû garder une petite école fermée, si vous voulez, parce que c'était too much, d'accord? Mais l'homme évolue et au fin du 20e siècle, on serait arrivé avec des théories chrétiennes concernant l'ésotérisme de la vie aussi avancées que Steiner aurait pu le faire. Autrement dit, au lieu que nous ayons simplement un Steiner européen scientifique pour travailler et amener à la vue de l'homme l'ésotérisme chrétien, on aurait pu avoir des jésuites parler ainsi. Mais vous regardez ce cher Théard de Chardin qui a osé sauter la clôture, aller trop loin dans la définition du Christ Oméga. Il est obligé de s'exiler aussi. Il a été obligé de s'exiler. Pourquoi? Parce que les petits curés ou les petits prélats ou les petits esprits, parce qu'il existe dans l'Église des petits esprits comme il y a de grands esprits. L'Église, c'est pas une Olympiade. Bon. Donc, ce sont ces petits esprits qu'on a voulu... en tout cas. Comment se fait-il que la science ne s'attaque jamais à la religion, mais qu'elle s'attaque constamment à l'astrologie? Vous avez à toutes les années un astrophysicien qui va faire une déclaration en niant toute valeur à l'astrologie sur les ondes de la radio ou de la télévision. La science ne s'attaque pas à la religion parce que la religion n'est pas pour la science un ennemi. La religion n'a plus de pouvoir. Vous ne pouvez pas discuter de la valeur objective d'une roquette contre, par exemple, l'autre projectile qui serait la virginité de la Vierge. Bon. Alors, le roquette, c'est effectivement beaucoup plus puissant. Donc, la religion n'est plus un obstacle à la science parce que la science a fait ses preuves et elle a pris le contrôle de la civilisation et la religion, naturellement, se retire où elle va.
rechercher des adeptes dans les milieux un peu moins scientifisés, moins civilisés de la planète, dans les pays du tiers-monde où la famine existe. Autrement dit, la religion aujourd'hui est en train d'aller chercher les miettes d'humains. Ben oui, évidemment, évidemment. Et le jour où l'Amérique du Sud, l'Afrique va avoir ses propres roquettes, il n'y aurait plus de religion. Bon, ça c'est le... Bon. Concernant l'astrologie. L'astrologie fait partie de la médiumnité de l'humanité. Donc, l'astrologie, la médiumnité, ça ne se tue pas. Vous ne pouvez pas tuer les morts. Ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Donc, l'astrologue, l'astrologie, la médiumnité, tout ceci, surtout dans un temps, par exemple, comme aujourd'hui, où la science n'est pas capable de répondre aux questions de l'homme, où la religion n'est pas capable de répondre aux questions de l'homme, à ce moment-là, les hommes reviennent de plus en plus aux sciences ésotériques. Donc, les sciences ésotériques ne font pas partie de l'humanité. Elles font partie de l'esprit de l'humanité. Et l'esprit, il a une tête de cochon. Il revient, il revient, il revient. L'esprit, il est éternel. Donc, l'esprit revient sous différentes formes, dans différents cycles, dans différentes périodes. Mais il revient. Et plus la science va avancer, plus l'astrologie va grandir, plus la science interne va grandir. Et un jour, il y aura une fusion entre les deux. Mais l'astrologie sera beaucoup plus créative, elle sera beaucoup plus puissante. Bon, je vais vous donner un exemple. Je ne parle pas des recherches qui se font dans les laboratoires aux États-Unis ou en Russie. Je parle de l'évidence reprise par les médias d'information, la télévision, la science même, ainsi de suite. Mais sur une plateforme publique mondiale. Imaginez-vous qu'un jour, devant tous ces observateurs, l'homme en arrive à faire des choses qui, par le passé, avaient été considérées comme des actes d'illusionnisme, ou des actes de magie, ou des trucs. Autrement dit, imaginez-vous qu'un jour, un magicien qui fait partie des sociétés secrètes de la magie, qui ont des pactes avec l'astral, décide, lui, parce qu'il est plus conscient, de fracasser ce pacte, de ne plus avoir la peur d'être détruit par les forces astrales, et qu'il amène sa science ou son pouvoir dans le monde, à la télé, ainsi de suite, ou dans des arènes où la science peut étudier, et que la science est totalement convaincue que le phénomène n'est pas de la prestidigitation, mais qu'il est effectivement, objectivement réel. À ce moment-là, toutes ces sciences, médiumnité, astrologie, tout ce qui relève de la parapsychologie, directe ou indirecte, va revenir en surface, mais ces sciences seront plus mentales. Le problème, les hommes qui ont détruit l'astrologie, ce ne sont pas les astrologues. Les hommes qui ont détruit la médiumnité ou la valeur de la médiumnité, ce ne sont pas les médiums. Ce sont les égaux des astrologues et les égaux des médiums. Vous comprenez? C'est l'ego. Les êtres qui... Moi, je ne peux pas m'imaginer que des hommes soient absolument charlatans. Que des hommes soient absolument niaiseux, oui. Mais charlatans, non. Donc, il y a des hommes qui, à cause de leur niaiserie, de leur manque de dévouement à la cause créative de l'humanité ou à la cause créative de leur science occulte, n'ont pas eu suffisante conscience pour utiliser l'astrologie ou différentes formes de médiumnité de façon créative. Et c'est pour ça que la science ne peut pas travailler, ne peut pas utiliser ouvertement ces sciences. Elle le fera de façon couverte. Effectivement, aujourd'hui, les laboratoires aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, travaillent dans le domaine para. Effectivement, aujourd'hui, les hommes dans les hautes sphères politiques ont leurs contacts, ont leurs astrologues. Onassis payait 10 000 $ à un astrologue, à un médium portugais pour avoir de l'information sur l'économie, sur ses affaires. Mais ces bonhommes-là, ils ne se trompent pas. Bon, alors, donc s'il y a des hommes dans le monde, Churchill avait son astrologue, Hitler, on n'appelle pas, ainsi de suite. Donc, les hommes ont toujours eu, les hommes qui sont dans le pouvoir, ont toujours eu accès à une certaine médiumnité, mais la science ne veut pas l'admettre parce que la science, n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est une science qui fait partie du mental inférieur. Donc, c'est une science qui est orgueilleuse.
Elle a combattu pendant des siècles pour avoir la primauté du pouvoir. Aujourd'hui, elle a la primauté du pouvoir. Lorsqu'elle verra que par son pouvoir, elle détruit l'humanité, une autre science viendra qui la vindiquera, comme elle vindiquera la religion. Et à ce moment-là, l'astrologie et toutes les fleurs de l'esprit viendront dans le monde et donneront à l'homme des possibilités de comprendre l'infinité. Merci beaucoup, Bernard. Une petite pause d'une demi-heure.